Pour en revenir maintenant d'une autre manière à la question du vivre ensemble, de faire société, j'aurais une petite préférence pour faire société par rapport à vivre ensemble. Cette notion du vivre ensemble, elle est souvent résumée sous un autre terme qui lui est associé, qui est celui de cohésion sociale. Et Dominique de Moustier, qui était au congrès qui était à l'Université fédérale de Sangatte, qui était aussi au congrès de 2013, qui est une économiste, nous rappelle utilement que cette notion de cohésion sociale, elle est double. Cette idée de faire société, trop souvent, elle est réduite au lien social, le lien social relevant des relations interpersonnelles de proximité. Du coup, on considère qu'il y a cohésion si les gens vivent en bonne intelligence dans un quartier et si les voitures n'y brûlent pas. Certes, la paix sociale est indispensable à la cohésion sociale, mais on ne peut se limiter aux relations interpersonnelles, à cette première dimension du lien social, car cela fait courir le risque de ne pas comprendre comment fabriquer de la transformation sociale. Ces transformations sociales, elles ne découlent pas spontanément de l'évolution des liens sociaux. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a des liens sociaux, des relations interpersonnelles relativement pacifiées, que ça fabrique de la transformation sociale. Ça fabrique une partie de la possibilité de la transformation sociale, mais ça n'évolue pas nécessairement. Il n'y a pas de causalité immédiate entre lien social et transformation sociale. Ce qu'il faut prendre en compte dans une visée de transformation sociale, c'est la deuxième dimension de la cohésion sociale telle que la pointe Dominique de Moustier, c'est les rapports sociaux. Et les rapports sociaux sont en général beaucoup plus difficiles à décrypter que le lien social. Elle donne un exemple très éclairant sur la différence entre le lien social et le rapport social, Dominique de Moustier. Elle prend l'exemple de sa classe à l'université, quand elle enseigne à l'université face aux étudiants. Elle dit que le lien social dans cette classe, c'est faire en sorte que tous les élèves se respectent, que tous puissent avoir la parole et que les échanges soient riches et conviviaux. Ça, c'est de l'ordre du lien social. Le rapport social, il est bien plus simple. C'est la relation hiérarchique entre elle en tant qu'enseignante et les élèves en tant qu'étudiants. Dans le lien social, il y a égalité. Le rapport social est inégal. Il y a une autorité, il y a des formes de domination et de pouvoir. Et c'est souvent cette deuxième dimension de la cohésion sociale qu'on a tendance à oublier ou à sous-estimer en ne travaillant que sur la première, la dimension du lien social. Et il y a donc des rapports sociaux qui traversent nos relations sociales. Si les relations sociales sont bonnes, les rapports sociaux vont être moins dominateurs, moins brutaux, mais ils sont toujours là. Si le rapport social est très autoritaire, l'ambiance n'est pas très détendue. Cette distinction lien social, rapports sociaux, a l'avantage, me semble-t-il, de nous rappeler l'existence des inégalités, des rapports de pouvoir au sein de la société, et de manière générale dans toutes les relations sociales, y compris au sein des sciences sociaux, je ne vous l'apprendrai pas. Du même coup, c'est aussi ce qui nous permet de penser la capacité à politiser. Et quand je dis politiser, quand je dis capacité à politiser, c'est-à-dire la capacité à considérer les faits et les choses autrement que comme des incidents personnels, la capacité à trouver des liens, des points communs, induits par les clivages fondamentaux qui traversent toute société. Autrement dit, politiser, c'est passer de l'individuel au collectif, d'une situation ou d'un incident perçu comme personnel à la recherche de points communs et à la fabrication de collectifs. Politiser, c'est repérer des situations d'inégalité et des possibilités de les transformer. Et cette politisation, elle passe aussi par la conflictualisation. Et c'est sur ce point que je vais essayer de proposer quelques éléments de réflexion pour terminer mon propos. Alors, je vais d'abord revenir sur quelques éléments généraux qui permettent de saisir pourquoi la conflictualité a aussi mauvaise presse en général, y compris parfois dans les sciences sociales. Dans les années 70, les sciences sociales ont pris comme un de leurs objets centraux le conflit social. Mais aujourd'hui, dans la plupart des analyses, le conflit est devenu synonyme de l'échec d'une politique ou de l'échec d'une communication publique, voire il est perçu comme la manifestation archaïque d'une résistance à un changement qui serait inéluctable. Et ça, c'est un changement de paradigme important entre les années 70, où on travaillait sur le conflit social comme quelque chose de positif, qui amenait de la transformation sociale,
et aujourd'hui, où on considère quand même globalement que s'il y a conflit, c'est qu'on a fait une erreur quelque part, soit une erreur de communication, soit une erreur de choix dans ce qui est proposé ou mis en débat. Et ce changement de paradigme, il a été aussi particulièrement net avec le développement à la fois des travaux et des pratiques de démocratie participative ou délibérative, où on a du coup beaucoup privilégié le modèle du consensus et de l'accord, et du coup dévaloriser les formes plus conflictuelles. Donc on est dans un contexte où on a une conception consensualiste du social qui s'est quand même pas mal développée, dans laquelle le conflit est perçu négativement, comme un désordre, comme un vecteur de division, qui est vu comme contre-productif, et il doit donc être éradiqué, minimisé, voire passé sous silence. Et cette conception consensualiste, elle est repérable dans les sciences sociales aussi, on n'est pas indemne, on vit en société, nous aussi les chercheurs, donc on est traversé par les mêmes questionnements et les mêmes transformations. Mais cette conception consensualiste, elle est particulièrement réparable dans le contexte actuel, mais elle a à la fois des racines plus profondes et des porteurs assez variés. Je renvoie juste, sans avoir le temps de développer, à un rapport assez récent de 2013 de Régis Cortesero qu'il a écrit pour la CNAF sur les centres sociaux. Et il met notamment en valeur l'existence encore aujourd'hui de 4 référentiels différents dans les centres sociaux que je n'ai pas le temps de développer. Je vous renvoie au rapport de Régis Cortesero pour c'est l'intégration, la cohésion sociale, la coopération conflictuelle, puis j'ai oublié le 4e, enfin 4 référents qui sont issus de l'histoire, à la fois de l'animation sociale et du travail social, et qui traversent les centres sociaux. Donc je ne vais pas m'y attarder ici, mais ce qui est sûr, c'est que parmi ces 4 référentiels dont on trouve les traces aujourd'hui encore dans la manière de penser ce qu'est un centre social, il n'y en a pas beaucoup qui ont une vision positive du conflit. Donc on voit bien que la place du conflit, sa productivité, ne sont pas perçues de manière forcément positive. Et c'est là-dessus que je voulais revenir un petit peu, rappeler quelques éléments à la fois sociologiques, des éléments sociologiques et philosophiques, sur le conflit comme condition de la démocratie. Ce qui me semble qu'on a un petit peu tendance à oublier que sans conflit, il n'y a pas de démocratie. De nombreux auteurs ont plaidé pour ce qu'on appelle l'approche agonistique de la démocratie, comme Georges Simmel par exemple, pour qui le conflit doit être valorisé comme une forme de socialisation, puisqu'il fait pleinement partie de l'apprentissage des valeurs et du fonctionnement démocratique. C'est par le conflit qu'on apprend les valeurs démocratiques et le fonctionnement démocratique. Hannah Arendt considérait aussi que le conflit est l'essence même de la démocratie, et Claude Lefort souligne que ce qui différencie la démocratie des régimes totalitaires, c'est qu'elle laisse la place à l'expression de divers points de vue et de conflits sans tomber dans le désordre politique. Cette dernière partie de la phrase étant importante. Parce que le pacte civique doit être constamment renégocié, le conflit est une condition mécanique de l'agir ensemble. Et il me semble que là aussi, il y a des choses importantes et intéressantes à voir. Je mentionnerai un dernier auteur, qui est Chantal Mouffe, pour qui le politique n'est pas un lieu d'élaboration du consensus. Elle considère que la décision politique comportant toujours une part arbitraire, elle ne peut pas être considérée, être réduite à un point de vue strictement rationnel, parce que les positions en présence sont toujours l'expression d'intérêts différents, d'orientation morale, qui ne peuvent pas être réconciliées par une raison supérieure, qui les dominerait toutes, et que donc l'objet du politique ne peut pas être la production d'un consensus, mais doit être au contraire de favoriser l'expression des antagonismes dans un cadre où chaque point de vue est considéré comme légitime. Le conflit pour elle n'est donc pas une menace, mais la condition de possibilité de la démocratie. Parce que le consensus, pour elle, n'est finalement rien d'autre que la position du plus fort dans un ordre social dont on occulte l'origine. Et je la cite, l'ordre social pacifié, vécu comme naturel et routinier, est toujours l'expression particulière de relations de pouvoir, d'où son caractère politique. Autrement dit, l'évitement du conflit a pour conséquence directe
de rendre quasiment impossible l'inclusion dans le débat des publics absents, et les stratégies d'évitement du conflit, qu'on repère notamment dans la célèbre formule que vous n'allez pas découvrir, on n'est pas là pour faire de la politique, ou on n'est pas là pour discuter de ça. Ces stratégies d'évitement du conflit entraînent mécaniquement la marginalisation de ceux qui sont les moins bien armés pour se faire entendre. Quand la place du conflit est réduite à néant, cela veut dire qu'il y a des voix muselées, des places passives qui ne sont pas prises en compte dans la décision. La recherche forcenée et à tout prix du consensus limite l'approfondissement des controverses, limite la compréhension des positions et des points de vue de chacun. Accepter et donner une place active aux formes d'expression les moins en adéquation avec les normes sont, me semble-t-il, un apport démocratique indispensable. Pour conclure sur ce propos, sur le conflit comme condition de la démocratie, je citerai un dernier auteur, Jacques Rancière, qui souligne que le dissensus, c'est-à-dire le désaccord, n'est pas le monde archaïque du conflit auquel il faudrait faire succéder le dialogue moderne entre partenaires sociaux. Il est la forme même de la rationalité politique. J'ai presque terminé. Autrement dit, ce qui fait société, c'est le désaccord, les litiges et les discussions sur ce qui fait désaccord. Ce n'est pas de faire entrer de force dans un cadre préétabli et non discuté, c'est redéfinir collectivement le vivre ensemble et la société dans laquelle on vit. Je vous rappelle juste que la loi de 1905, elle n'a pas été votée dans un grand élan de consensus, elle a donné lieu à des bagarres, à des luttes, à des repas de famille qui se terminaient en batailles rangées, à des livres brûlés sur la place publique, à des autodafés, des manuels d'instruction scolaire. Donc ça a été bel et bien une période conflictuelle qui s'est soldée par un compromis temporaire, la loi de 1905, et qui peut, comme tout compromis temporaire, peut faire l'objet de rediscussions en fonction des évolutions de la société. La question est donc bien celle de l'articulation entre conflit et coopération, et il me semble que les deux notions sont complémentaires, conflit et coopération. La coopération, elle génère nécessairement du conflit, parce qu'elle implique la mise en œuvre et l'expression de divergences sur ce qu'on veut fabriquer ensemble. Et le conflit, inversement, incite à la coopération, car c'est la base qui permet de repérer les points de vue de chacun, les positions de chacun, les attentes de chacun. Certes, le conflit peut parfois prendre des formes violentes, mais ces formes violentes, généralement, découlent de l'impossibilité pour certains acteurs de prendre part au processus de coopération conflictuelle où ils estiment avoir le droit d'être impliqués. La coopération conflictuelle, excusez-moi, une société, pour un collègue sociologue, disait qu'une société qui assume le conflit et lui permet de prendre des formes institutionnelles se dote d'un efficace antidote à la violence. En revanche, le résultat d'une logique consensuelle qui s'obstinerait à entraver toute conflictualité risque de radicaliser les conflits. Il y a une notion là qui peut être intéressante, à côté de celle de coopération conflictuelle, c'est la notion de transaction sociale. Parce que l'idée de transaction, c'est vraiment l'idée d'un échange où interviennent des formes de pouvoir, des formes de reconnaissance, des formes de solidarité. Et elle a l'intérêt, me semble-t-il, aussi cette notion de transaction sociale, de concevoir le contrat social, ce qui fait société, ce qui nous fait vivre ensemble. Ce n'est pas une mise aux normes par rapport à un modèle préétabli, c'est une co-construction collective et en constante transformation et qui n'est jamais achevée. Donc cette notion de transaction, me semble-t-il, elle a l'intérêt de prendre le conflit au sérieux quand celui-ci crée une rupture ou ouvre une crise, c'est-à-dire qu'il ouvre le questionnement, il ouvre à la remise en cause du statu quo, et la transaction permet d'élaborer collectivement un compromis provisoire qui permet d'aménager la cohabitation entre des points de vue opposés et de réduire les tensions, mais celle-ci réapparaîtra nécessairement à un moment ou à un autre. Et c'est toujours remettre sur le métier l'ouvrage. Et cette notion de transaction sociale se méfie des utopies qui présentent une société harmonieuse, ordonnée et pacifiée comme idéal à atteindre. La société réelle ne connaît pas d'innovation sans désordre, pas de transformation sans désordre, sans conflit, sans coopération conflictuelle et sans transaction sociale et compromis temporaire. Donc il me semble que là, il y a un enjeu important
à travailler sur les modalités de cette coopération conflictuelle et de cette transaction sociale pour transformer la violence ou l'absence en conflit, mais en conflit démocratique. Celui-ci, le conflit démocratique, s'incarne dans des confrontations d'arguments sur une diversité de scènes publiques et il est important, me semble-t-il, de favoriser l'existence et la constitution de ces scènes publiques, de ces scènes collectives, la constitution de collectifs autonomes, visibles, qui puissent être ces espaces d'expression des divergences, du dissensus et de fabrication de ces compromis temporaires et de cette transaction et de cette coopération conflictuelle. Et là aussi, me semble-t-il, c'est d'autant plus intéressant dans le contexte des centres sociaux que c'est une sorte de retour aux sources du développement social, et c'est aussi ce que porte la notion de pouvoir d'agir, cette capacité à discuter collectivement et coopérer, y compris dans des formes qui ne sont pas complètement consensuelles. Et donc favoriser l'existence d'espaces collectifs, critiques et créatifs paraît une démarche importante, aussi parce que la création de tels espaces publics diversifiés permet que des personnes éloignées de la parole publique acquièrent de la visibilité et du même coup un enjeu important, y compris dans et pour l'animation sociale ou le travail social, un enjeu important est celui de la reconnaissance des communautés de vie, qu'il s'agisse de communautés territoriales, ethniques, religieuses, générationnelles, comme des éléments moteurs de la démocratie et comme des interlocuteurs légitimes. Et donc ça c'est extrêmement important. Il y a la vie en collectivité peut prendre des formes nouvelles, des formes diverses, qui ne sont pas nécessairement des obstacles ou des sources d'inquiétude, mais qui peuvent être des ressources, précisément, pour permettre l'expression du dissensus, l'expression des projets de société, l'expression de ce qui pose problème dans le vivre ensemble, et leur prise en charge dans des formes de coopération et de transaction collective qui permettent d'éviter la violence. Cela signifie aussi, me semble-t-il, et j'ai quasiment atteint la fin de mon propos, modifier en profondeur le fonctionnement de l'action publique, qui est ancré dans une logique souvent descendante, assez méfiante, comme je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis des corps intermédiaires. Vous avez qu'à voir les réactions que provoque l'usage même de la notion de développement communautaire, qui est une pratique de travail et d'animation sociale extrêmement développée au Québec, qui s'appuie précisément sur les communautés de vie comme ressources pour fabriquer du lien social et transformer les rapports sociaux. Quand en France on dit qu'on va essayer de faire du développement communautaire dans les quartiers, on nous regarde avec des yeux bizarres en disant « oh là là, vous allez faire des trucs vachement dangereux », rien que le mot communautaire est associé immédiatement à un danger immédiat. Alors qu'il s'agit de s'appuyer sur des communautés de vie qui peuvent être des ressources de solidarité et de coopération et de travail collectif. Donc réfléchir à comment les formes d'action publique et de soutien de l'institution publique peuvent évoluer pour permettre et favoriser la multiplication de ces espaces de coopération. Il y a aussi des enjeux de formation des habitants, certes, mais pas que, je dirais même peut-être pas principalement, mais certainement des enjeux de formation des professionnels et des enjeux de formation des élus. Les acculturer à l'écoute, à une démarche descendante, à la coproduction de l'expertise et à la coproduction des propositions pour transformer les réalités auxquelles sont confrontés les individus et les groupes. Je vais terminer ici. J'espère que ce que j'ai tenté de dire là ne vous est pas paru trop obscur, abscon et à côté de la plaque par rapport à vos questionnements. Juste souligner, pour terminer, que cette posture du pouvoir d'agir par rapport à d'autres terminologies ou d'autres pratiques, comme la participation par exemple, elle me paraît avoir l'avantage, justement, en connexion avec ce que je viens de dire et sans doute avec une partie de ce dont vous avez discuté, cette notion de pouvoir d'agir, elle a l'intérêt d'articuler justement ces trois dimensions qui sont celles de l'individuel, c'est-à-dire développer l'estime de soi, développer ses compétences en tant qu'individu, la dimension collective, celle de l'engagement ensemble, et la dimension politique,
la politisation au sens que je donnais à cette notion tout à l'heure. Mais il faut se méfier du risque qui existe, et que j'ai pu observer parfois, de ne penser le pouvoir d'agir que comme une nouvelle technique d'intervention. Ce n'est pas une nouvelle technique d'intervention, c'est une démarche qui plonge ses racines dans la volonté de rééquilibrer et de transformer les rapports de pouvoir au profit des plus démunis. Donc ce n'est pas juste une nouvelle technique, c'est réellement une posture de transformation sociale. Et on ne peut pas promouvoir cette posture du pouvoir d'agir sans en envisager les répercussions sur les autres. On ne peut pas développer le pouvoir d'agir de certains sans envisager, les répercussions sur les autres. Par exemple, développer le pouvoir d'agir des habitants, ça a des répercussions sur les positions des salariés, et il faut les prendre en compte. Ça peut les obliger à modifier leur pratique professionnelle, à lâcher prise, par exemple. Ils ne sont peut-être pas obligés tout le temps d'accompagner tout le temps tous les groupes d'habitants. C'est quelquefois bien qu'ils soient autonomes. Et donc ça entraîne aussi, ça nécessite de réfléchir sur un équilibre différent des légitimités, parce que ces légitimités, elles bougent.